n'a pas été trop long. Ça va? Le gars l'appelait, Derzo l'appelait par exemple, ouais. Il disait mais tu m'as pas envoyé, mais si je te l'ai envoyé, oh, c'est la poste, ça marche pas. Et pour te prouver que je l'ai bien envoyé, il racontait le scénario, il l'inventait en fait, parce qu'il n'avait pas écrit du tout. S'il était en retard, il a inventé le scénario au fur et à mesure, et ce pauvre Uderzo est obligé de noter le scénario lui-même, quoi. Jean-Michel Charlier, c'est un des plus prolifiques scénaristes de la bande dessinée du siècle dernier. C'est avec certainement René Goscinny l'un des plus importants pour l'histoire de la bande dessinée. D'ailleurs, ils ont créé tous les deux le journal Pilote, qui était le berceau de tant de dessinateurs importants, la plupart ayant d'ailleurs été justement récompensés pour leur œuvre au festival d'Angoulême. Les deux, trois. C'est pas c'est un Nick Carter. Parce qu'après ça c'est la réédition. Mais moi à l'époque quand j'étais gamin, c'était ça qui était, c'est cette version-là qui était vendue. Donc, là encore, il faut remettre dans le contexte. Donc Pilote arrive et révolutionne un petit peu la bande dessinée. Je dis un petit peu d'abord, parce qu'au début, ce n'est que des gens qui sont virés de chez Dupuis, donc les éditions qui publiaient le journal Spirou, c'est-à-dire Goscinny, Charlier et Uderzo, et toute une autre équipe qu'ils vont créer. Excusez-moi de vous couper, est-ce qu'on sait pourquoi ils ont été virés? Oui, on sait pourquoi, parce qu'ils ont créé ce fameux syndicat, qui n'était pas vraiment un syndicat, mais qui était une réunion de gens importants. Il y avait des Franquin, il y avait des Payot, des Tillieux, des Rosy, qui étaient dans cette équipe-là, et ils voulaient simplement que les droits soient reconnus, que leur nom soit mis sur les albums quand c'était publié, qu'ils soient payés un petit peu mieux par exemple, et que les scénaristes soient reconnus comme un métier à part, etc., etc. Et ça n'a pas du tout plu aux éditeurs en place à l'époque. Et la tête de Turc au début, c'était René Goscinny, pour diverses raisons, parce qu'à l'époque, il n'avait pas du tout fait Astérix, et donc était considéré comme le moins rentable de la bande. Charlier et Uderzo ont dit aux éditeurs, donc aux gens de chez Dupuis, et surtout à la World Press, qui était l'agence qui fournissait en bande dessinée les éditions Dupuis, leur a dit, écoutez, si vous mettez Goscinny à la porte, nous, on s'en va aussi. Ils n'ont pas voulu transiger, donc c'est passé ce qui s'est passé. Ils sont partis, donc tous en 56, et donc en 3 ans après, en 59, ils créent Pilote. En fait, pour vendre leur journal, leur projet, ils avaient réalisé, donc Uderzo, Goscinny et Charlier, à tous les trois, ils avaient réalisé une espèce de petite maquette, un numéro 0, pour faire vendre, donc pour trouver des gens qui puissent investir dans leur projet. Et là-dedans, alors, il y a d'abord une maquette. Alors, la maquette, on la voit, on en voit un extrait là. Alors, ce qui est rigolo, une anecdote très amusante, c'est que dans la maquette, dans cette partie qui n'était pas imprimée à l'époque, Astérix n'était pas prévu. Ils avaient créé, Uderzo et Goscinny, une espèce de parodie du roman de Renard, que l'on voit d'ailleurs à ce niveau-là dans le livre. Et c'est un de leurs amis dessinateurs, Raymond Poivet, qui fera Guy le Bleu avec Charlier plus tard, qui leur dit, mais écoutez, faites pas ça, il y a un autre dessinateur, Yann Trubert, qui était assez connu à l'époque, qui est en train de faire une bande dessinée sur le même sujet et qui va commencer à être publiée dans tel ou tel journal dans peu de temps. Donc ils arrêtent au bout d'une page, qui est donc dans la maquette numéro 0, et ils font autre chose, ils rentrent chez eux, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire à la place, ils sont bien embêtés, et c'est là que l'idée géniale arrive, ils ont dit on va faire un truc sur les Gaulois, et ça sera Astérix. Et donc dans la maquette, on ne trouve pas Astérix, mais on trouve cette planche du roman de Renard. Pourquoi un livre sur Charlier? Eh bien, tout simplement parce que autant il y a eu de livres, il y a au moins une dizaine de livres qui sont parus sur Goscinny, on ne compte pas le nombre de livres sur Hergé, et il n'y avait jamais eu juste un petit opuscule il y a une vingtaine d'années sur Charlier, mais il n'avait rien eu de livre, aucun livre conséquent. Et donc c'est un peu ce qui m'a décidé à faire ce travail, d'autant plus que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Charlier. J'avais réalisé un reportage en 1987, donc 2 ans avant sa mort.
pour le centre de l'image de la bande dessinée, le CNBDI à l'époque, avec François Defeuille, qui allait devenir d'ailleurs quelques années plus tard un des directeurs artistiques du Festival d'Angoulême. Et nous étions partis donc à Saint-Cloud, là où habite Jean-Michel Charlier, puis on l'a revu au Bourget toute une semaine. On a fait toute une semaine de reportage autour de lui. Des heures et des heures de reportage, d'entretien, toujours très sympathique, toujours. Et déjà que j'étais complètement admirateur de son œuvre, mais là ça a fini parce que c'était un véritable conteur. C'est-à-dire qu'on était c'était dingue. On était assis à côté de lui en train de boire un café et on était deux. À la fin, on était 15 personnes autour de lui qui écoutaient raconter des histoires extraordinaires, des trucs qui lui arrivaient. Il a quand même fait pratiquement 3 tours du monde. Il lui arrivait des choses fabuleuses. Et en fait, je me suis aperçu que non seulement c'est ce qu'il raconte, ce qu'il fait en bande dessinée est formidable, mais c'est un conteur formidable et sa vie est formidable parce qu'il a fait des choses. N'importe qui ne crée pas un syndicat de bande dessinée alors qu'elle n'en existait pas. C'est pas n'importe qui peut créer le métier de scénariste pratiquement de ses mains propres, de son travail propre. Et ça c'est étonnant. Et c'est pas n'importe qui permet à la bande dessinée de passer à la télévision et d'être adaptée en feuilleton télévisé, ne serait-ce qu'avec Les Chevaliers du Ciel, qui à l'époque, je le rappelle, était un succès énorme, ne serait-ce qu'avec le générique qui était chanté par Johnny Hallyday. Voilà. Donc on a la version par Uderzo, parce que il n'y a pas peu de gens le savent, mais Tanguy les Verdures au départ est dessiné par Uderzo, le dessinateur d'Astérix, qui savait donc dessiner de façon réaliste, de fort belle façon, comme le prouve cette planche originale. Et après, ça sera repris par Gigé, donc Joseph Gillin, dont on a parlé tout à l'heure, l'auteur qui avait poussé, en fait, on le voit en photo ici, Joseph Gillin, c'est le dessinateur qui va pousser Charlier vers le scénario, et donc avec des planches plus réalistes que celles que faisait Uderzo. Voilà un exemple de scénario de Jean-Michel Charlier qui mettait toujours des petits dessins à côté pour préciser sa pensée, pour que le dessinateur puisse après l'utiliser comme bon le semble. Alors il avait une façon de travailler très particulière. En fait, il faisait 5-6 pages de Blueberry par exemple, il l'écrivait, et après il l'arrêtait parce qu'il avait plus d'idée. Donc il posait ses Blueberry et il passait à Tanguy de la Verdure. Il faisait 5 pages, il s'arrêtait, il faisait 5 pages de Buck-Danny, ce qui explique que des fois, on retrouve il se trompait dans les prénoms des personnages, et certains certains dessinateurs se retrouvaient avec un scénario qui était censé être une aventure de Blueberry, et en fait, où le héros s'appelle d'un seul coup Buck-Danny, parce qu'il s'était trompé, il avait oublié, il savait plus. Il mélangeait souvent les choses, et même des fois, il reprenait les idées qu'il avait eues 10 ans avant, se souvenant absolument pas qu'il l'avait utilisé, soit dans La Patrouille des Castors, soit dans Kim Deville. Il adaptait la même idée à une nouvelle sauce, et tout ça fonctionnait, parce qu'il le disait lui-même. Moi, mes idées, je tire toujours sur la corde. En fait, c'est plus que la corde, c'est des gros câbles que j'utilise et que je tire. Mais la sauce que je mets derrière, ça, je sais faire. Et en effet, c'est la sauce. C'est toujours les histoires, les idées n'étaient pas vraiment extraordinaires, mais on vibrait vraiment à la façon dont il racontait les histoires et surtout la façon dont il découpait ces histoires. C'est-à-dire qu'à chaque fin de page, on n'avait qu'une envie, c'est de tourner la page pour savoir ce qui s'était passé, ce qui allait se passer après. Ça, c'est un art de la narration que malheureusement, on a perdu.